c'est donc Aldo Sicurani qui est avec nous pour entamer cette émission. En plateau, le délégué général de la F2IC, la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Aldo, bonjour et bienvenue. Bonjour Grégoire. On parle avec vous de l'attractivité des sociétés françaises cotées, mais pour ça, il faut déjà expliquer une des réglementations européennes qui, en l'occurrence, s'appelle la SRD2. C'est une réglementation qui a été révisée, qui est entrée en application en septembre 2020. Voilà. Et donc, comme on est parfois un peu perdu dans le millefeuille des réglementations européennes, il faut faire un petit point là-dessus parce que c'est important. C'est une réglementation qui permet aux entreprises de connaître beaucoup plus précisément leur actionnariat. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que traditionnellement, les entreprises françaises ont un outil que d'autres entreprises en Europe n'ont pas, qui s'appelle le TPI, le titre au porteur identifiable, et qui permet, par le biais d'un intermédiaire qui s'appelle Euroclear, d'interroger toutes les banques pour connaître leurs actionnaires français. Ou plus exactement, leurs actionnaires résidant en France. Et donc, alors, elles peuvent mettre des seuils. Par exemple, certaines entreprises qui ont énormément d'actionnaires mettent un seuil à 200 ou 250 titres détenus. Mais parfois, et même très souvent, elles ne mettent pas de seuil et elles connaissent tous leurs actionnaires au premier titre détenu. Au premier titre détenu. Ouais. Donc, vous avez par exemple des sociétés comme EDF qui ont EDF, Total Energy, Air Liquide, Michelin. Alors Michelin, c'est un peu particulier parce que tous les actionnaires sont au nominatif, donc ils les connaissent tous, qui font tous les ans, au moins une fois par an, cette enquête. Et par exemple, Total Energy a entre 4 et 500 000 actionnaires, Air Liquide un peu plus de 500 000. Ils ont vu une très forte hausse de leur actionnariat individuel, en nombre, en 2020 et 2021, avec la chute des marchés en mars 2020. Beaucoup de gens considéraient que c'était une opportunité pour rentrer après une bonne année 2019. Et donc ça, c'est l'état actuel. Ouais. L'inconvénient du TPI, c'est que vous ne connaissez pas vos actionnaires étrangers. Puisque, en fait, les actionnaires étrangers sont connus par des banques centralisatrices qui sont situées à l'étranger et qui ne veulent pas forcément vous donner le nom de vos actionnaires. Donc la directive SRD2 oblige ou permet aux sociétés cotées de demander aux banques intermédiaires, oui, c'est ça, aux banques étrangères européennes. Et quand on parle de l'Europe, c'est l'espace économique européen, donc c'était un peu plus large que l'Union européenne, de communiquer les coordonnées et l'identité des actionnaires individuels des sociétés. Et là, ce dont un certain nombre de groupes se sont rendus compte, c'est qu'en fait, ils ont beaucoup plus d'actionnaires que individuels qu'ils le pensaient. Et on avait déjà eu un premier indice. L'autorité des marchés financiers a fait une enquête très poussée au mois de novembre sur les transactions. Et on s'est rendu compte que sur les transactions effectuées par les actionnaires individuels, 28% de ces transactions, c'était des actionnaires individuels étrangers. Ah, intéressant. Et donc, moi, quand l'AMF nous a montré cette étude au mois de novembre, ça m'a beaucoup surpris, parce que, franchement, des actionnaires individuels étrangers, moi, quand je discute avec mes homologues européens, me disent pas que les sociétés françaises sont particulièrement... Alors, on pourrait imaginer que pour L'Oréal, LVMH... éventuellement Total Energy ou voire même Air Liquide, qui est une société moins connue quand même en dehors de France. Mais non. En fait, alors ça va être intéressant parce que ces sociétés n'ont pas encore publié leurs chiffres d'actionnariat pour 2021, pour les enquêtes qu'ils ont faites en début d'année. Parce qu'en général, ils le font en début d'année ou en toute fin d'année. Mais il est probable qu'on va voir les chiffres vont être... Oui, c'est ça. Parce que maintenant, toutes les corporates françaises, les entreprises françaises vont, grâce à SRD2, vont intégrer, j'imagine, l'ensemble de leurs actionnaires individuels français et européens. C'est comme ça qu'il faudra lire les chiffres demain, c'est ça. Oui, parce que jusqu'à présent,
ce qu'il faisait, comme il ne pouvait pas les identifier, il les mettait dans les actionnaires institutionnels. Bien sûr. Oui. Bon, sans faire le distinguo. Alors que maintenant, ils vont pouvoir les mettre dans les actionnaires individuels. Et là, la poche actionnariat individuel va probablement sensiblement augmenter. Je ne sais pas si elle va augmenter de l'ordre de 28%, parce que là, il s'agit des transactions. Ouais. Mais il est possible que ce soit quand même des différences importantes. C'est un petit cocorico quand même, Aldo, non? Enfin, ça dit quelque chose de l'intérêt que portent nos amis européens. On a une belle place. Aux sociétés françaises, quand même. On a une belle place. Quand vous regardez, par exemple, on a quand même plusieurs leaders mondiaux ou des sociétés qui sont dans les 5 premiers mondiaux. Si on prend les plus gros poids, vous dites LVMH, Hermès. Vous avez Total Énergie, vous avez Air Liquide. En dehors du CAC 40, vous avez des sociétés comme Groupe SEB, par exemple. Et même dans les valeurs moyennes, vous avez des très belles sociétés qui sont beaucoup suivies par les institutionnels étrangers, mais de plus en plus aussi par les actionnaires individuels qui cherchent en fait à diversifier et qui vont vers ce type de société. Qu'est-ce que ça change pour les entreprises? Alors, d'avoir une connaissance plus précise, plus fine de ces actionnaires individuels. Alors, il y a celles qui ont historiquement un bassin d'actionnaires individuels important, mais d'autres vont peut-être découvrir qu'elles ont beaucoup plus d'actionnaires individuels que ce qu'elles imaginaient, Aldo. Alors, qu'est-ce que ça change? C'est difficile à dire à ce stade. Ce que l'on voit pour les actionnaires individuels français, c'est que ce sont des actionnaires longs. Ils gardent leurs titres quand même beaucoup plus longtemps qu'un institutionnel, encore que beaucoup d'institutionnels sont aussi des actionnaires longs. Et très souvent, c'est pas forcément extrêmement bon pour la démocratie actionnariale, mais ils ont plutôt tendance à voter soit dans le sens des recommandations du conseil d'administration, ou voire même donner pouvoir au président. Alors, est-ce que les actionnaires individuels étrangers ont le même comportement? On ne le sait pas encore. Mais ce qui est sûr, c'est que les sociétés et les services de relations actionnaires des sociétés vont commencer à se pencher très très nettement très précisément sur ce type d'actionnariat et voir s'il a des comportements comparables aux actionnaires français. Bien sûr, parce que vous le dites vous-même, du point de vue du service de relations investisseurs d'une grande entreprise, on ne peut pas traiter l'actionnaire individuel de la même manière, enfin on le traite de la même manière que tous les actionnaires, mais il y a quand même une communication, un service différent qu'on peut apporter à l'actionnaire individuel versus l'actionnaire institutionnel. Tout à fait. Donc ça nécessite quand même une prise en compte de la part des entreprises de cet actionnariat qui n'est pas un actionnariat institutionnel. Absolument. Ouais. Absolument. Non, c'est une excellente nouvelle qui va dans le sens de ce que l'on a remarqué sur l'actionnariat individuel français. Et je pense que, alors, il y a beaucoup de groupes qui s'intéressent à leur actionnariat individuel. C'est stratégique pour des entreprises, mais il y a important. Des groupes, vous parliez d'Essilor-Luxottica, je n'hésite pas à le dire à l'antenne. C'est un groupe qui ne s'intéresse pas à son actionnariat individuel. Il s'intéresse à son actionnariat salarié, mais pas sur l'actionnariat individuel. Et il a probablement tort de le faire, et peut-être qu'il va changer sa politique en la matière. Oui, mais voilà. Alors, il y a le cas Essilor-Luxottica, mais en règle générale, qu'est-ce qui doit, selon vous, pousser une entreprise à s'intéresser peut-être un peu plus à son actionnariat individuel? Stratégiquement, c'est important? C'est une catégorie d'actionnaires qui est importante pour une entreprise? Alors, en poids, on se dit que c'est moins important que les institutionnels, mais... Oui, en poids, c'est moins important. Maintenant, ça apporte de la liquidité. Vous avez des groupes de taille assez significative qui n'ont pas une liquidité si élevée sur le marché. Avoir des actionnaires individuels, ça vous apporte de la liquidité, parce qu'eux aussi, ils achètent et ils vendent. Ça vous apporte aussi de la stabilité, parce qu'on voit que dans des marchés extrêmement volatiles, ils ne réagissent pas de façon aussi violente que parfois certains institutionnels peuvent le faire. Donc, c'est un actionnariat différent, c'est un actionnariat qui peut être aussi un client, et on le voit par exemple pour des sociétés comme Orange, comme Carrefour. Ils font des efforts assez importants pour leur actionnariat individuel, parce que ce sont aussi des clients et que c'est important de bien les traiter. Pas mieux les traiter que les institutionnels, mais de bien les traiter.
de l'attractivité des sociétés françaises cotées et de l'intérêt des sociétés, quelles qu'elles soient, mais françaises en l'occurrence, de s'intéresser à leur actionnariat individuel. Un petit point, si vous Aldo, permettez, pour conclure. Grégoire. Les entreprises françaises sont très généreuses en matière de dividendes. Je pense qu'en 2021, on va battre tous les records, à la fois sur les résultats des entreprises, mais aussi par rapport à 2019. On oublie l'année 2020, mais aussi sur les dividendes. On va probablement dépasser les 60 ou 70 milliards d'euros reversés. Le fait d'avoir beaucoup plus d'actionnaires individuels, probablement va les inciter à garder une politique relativement active en la matière. Merci beaucoup Aldo pour cet éclairage très intéressant effectivement sur cette relation entre les sociétés, les entreprises cotées et leurs actionnaires individuels. Aldo Sicurani était avec nous en plateau, le délégué général de la F2I, c'est la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement.